Bonjour et bienvenue sur Zone de Franche. De 1994 à 2002, à l'aune de débats houleux, puis de consultations multiples, les défenseurs de la cause des femmes et plusieurs autres personnes conscientes du drame qui se jouait dans la famille au Bénin en raison des dispositions législatives et réglementaires appliquées ont travaillé à l'avènement de la loi 2002-7 du 24 août 2004, date de sa promulgation. Une loi qui n'a pas manqué de controverses avec des hauts et des bas, mais en somme appréciée pour la réorganisation qu'elle entend donner à la société à travers des précisions sur les droits et obligations de chaque acteur de la famille. 20 ans après l'adoption de ce texte, avec les modifications survenues dans le temps, quelles sont les avancées significatives à noter et s'il y en a, quels aspects perfectibles dégagés 2 décennies après son entrée en vigueur? Notre invitée pour en parler est ancienne cadre de banque, aujourd'hui chef d'entreprise et fondatrice de l'ONG Ayelou. Elle est aussi auteure du livre Dans les pas d'une Amazone. Son nom, Paul Berthe Adjarotor. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu sur Zone Franche. Franck, à où on se retrouve aujourd'hui? Bonjour. Bonjour William, bonjour chers téléspectateurs, cher invité Paul Berthe Adjarotor, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'accepter notre invitation sur Zone Franche. Toute première question aussi simple, c'est qui la femme béninoise aujourd'hui? Qui êtes-vous? Vous qui avez un sexe différent du nôtre, homme. Ben, je vous remercie de m'inviter sur votre plateau. C'est un honneur pour moi d'être avec vous, d'être au milieu de 2 gentlemen. Merci. Je suis né un vendredi, je crois que c'est un des cadeaux aujourd'hui. Merci. Et donc la femme béninoise, c'est moi. C'est le prototype de toutes ces femmes-là qui sont dans l'ombre, de celles qui se montrent et de celles qui ne se montrent pas. La femme béninoise, c'est celle qui bataille dur, c'est aussi celle-là qui cache derrière son sourire tout son vécu ou ses blessures. C'est celle-là qui se montre très forte pour ses enfants. La femme béninoise, c'est celle-là qui a été confrontée à tellement de choses, mais qui sourit, qui se dit, bah, tiens, il y a quand même une Amazone qui est en moi, qui sommeille en moi. Il faut que je sois forte, il faut que j'affronte la vie, il faut que je sois là pour les autres, il faut que je bâtisse ces hommes qui dirige nos nations. La femme béninoise, c'est une femme forte, tout simplement. Et c'est pour ça que je me porterai sur le sujet aussi intéressant. Je me porterai garant et je jouerai le rôle ou le jeu de cobaye par rapport à ces 20 ans de notre code des personnes et de la famille pour vous dire, bah, j'ai été mariée, j'ai une vie de famille. Qu'en est-il? Quels sont les bénéfices? Quels sont les avantages, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'il faut faire, les failles qu'il faudra corriger pour que nos sœurs de demain soient encore plus épanouies que nous. Oui, Amazon, elles ont été très vaillantes, prêtes à aller au front pour défendre la patrie, pour défendre, disons, la famille, la communauté. Aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours ce profil de femme dans la société actuelle? Vous savez, je ne peux pas, il faut remonter un peu dans le passé pour rappeler un peu ce que le code des personnes et de la famille est venu corriger. Le coutumier du Dahomey de 1930, vous savez que nos familles étaient soumises à ce coutumier-là où à l'époque le levirat était d'actualité, les mariages forcés, les mariages précoces, les mutilations, les différentes formes de mutilation, que sais-je encore. Bon, bref, le code est venu corriger ces failles-là qui n'arrangeaient pas, qui ne favorisaient pas la vie de la femme béninoise. Et la femme est-ce qu'on peut le dire de façon péremptoire? Ça réglait beaucoup de problèmes dans la société. Ça nous évitait, par exemple, excusez de peu pour les femmes qui nous suivent, mais la dépravation, où les femmes connaissent beaucoup d'expériences ou des échecs avant même le mariage. Avant, les parents orientaient à travers ce que vous caricaturez peut-être comme violation de droits de l'homme. Ça réglait beaucoup de problèmes dans la société. On n'en était pas à des femmes qui font des mariages de 6 mois, de 2 mois, qui reviennent à la maison, ainsi de suite. Bon, c'est ce que vous pensez, mais si ça réglait autant de problèmes,
l'urgence n'allait pas se faire sentir. Ce n'est pas normal, en fait, qu'une femme de moins de 18 ans... Vous savez, même après 18 ans, quand vous vous mariez, et nous allons revenir sur ce point-là où je dis, il y a des questions. Le code de la famille est venu régler, est venu mettre à chercher à mettre la femme un peu plus à l'aise dans son foyer, à ne pas être marginalisée. La femme n'héritait pas directement en notre temps. Il y avait la polygamie où on dit que oui, c'est mauvais, mais 20 ans après aujourd'hui, où l'un des points les plus importants de notre code de la famille a été la reconnaissance du mariage monogamique, la seule forme de mariage qui est reconnue devant la loi, alors que nous étions dans une société où la polygamie était nos grands-parents. Je suis allée chercher mes grands-parents du côté de ma mère, du côté de mon père, mes arrières. Ils avaient au moins 2 femmes. Et donc, on a pensé que le code vient corriger cela. Mais qu'est-ce que nous avons eu du code pendant tout ce temps? C'est vrai que au départ, les femmes ont cru qu'elles étaient plus à l'aise, oui, mais je suis désolée de vous dire que non. Que non, en fait, le Sénégal, vous savez, en 2004, le Maroc avait effectué les mêmes réformes sur ce plan que le Bénin. Sauf que le Maroc n'avait pas été aussi radical que le Bénin. La polygamie est restée dans les normes du Maroc. Mais le Bénin a été très radical pour quitter d'une société où il y avait la polygamie pour venir à une société monogamique. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Vous avez une masse de mères. J'aime pas cette expression-là. J'aime pas dire mère célibataire. J'aime dire des pères et mères aujourd'hui. Tout simplement parce que les hommes n'ont pas cette possibilité de prendre une deuxième femme. Vous voyez, avant, vous me dites que le mariage c'est bien forcé, ou c'est mauvais qu'il y ait des femmes qui ne puissent pas être légalisées et qui soient dans l'ombre des hommes au lieu d'être juste à côté, un peu comme la polygamie le permet. Le code vient corriger des discriminations, mais il y a d'autres formes de discrimination qui naissent, en fait. Vous savez, quand je remonte dans ma lecture, on me dit que les enfants nés dans le mariage et hors mariage, le code a permis que ces enfants héritent de leur père. Mais les enfants qui sont nés hors mariage, ils ne sortent pas d'un arbre. Ce qu'il fallait peut-être faire, d'abord, je salue ces femmes qui ont bataillé dur pour qu'on arrête, par exemple, d'exciser nos filles, pour que... Il y a des mariages forcés, quand vous voyez l'histoire, ça vous fond le cœur. La fille voudrait aller à l'école, mais on la force à se marier. Ce sont ces tares dont je parlais. Il y a des femmes qui sont des veuves, qui n'avaient pas envie de prendre le frère de leur mari, mais la société les forçait à... Donc, ces corrections, c'est énorme. Il faut être sincère pour dire que oui, il faut que la femme soit libre pour pouvoir faire son choix. Et puis, vous voyez, à l'époque, le veuvage, une femme qui a perdu son mari, qui est déjà en pleine souffrance, et à qui on impose tellement de rituels par rapport au veuvage, elle ne doit pas se sortir, elle ne doit pas faire, et on vient en rajouter à sa souffrance. Donc, toutes ces questions qui ont été... La société dit que c'est pour la protéger. Bon, écoutez, et si la femme n'est pas épanouie, quand vous protégez quelqu'un qui n'est pas heureux, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour protéger cette personne-là. Ce qu'il faut rechercher, c'est l'épanouissement de la femme. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, déjà en remerciant tous ces efforts, toutes ces femmes qui ont bataillé dur pour que le code des personnes de la famille puisse réglementer un tant soit peu la vie familiale. Qu'est-ce qu'on recherchait? On recherchait le bonheur, l'épanouissement au sein des familles. Mais 20 ans après, si vous posez la question, est-ce que les femmes qui sont mariées, qui sont dans leur foyer, est-ce qu'elles sont heureuses? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que les enfants sont heureux? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que les maris sont heureux? Et je ne ferai pas la langue de bois. Si vous me posez la question, je vous dirai non. Vous savez, j'ai 47 ans et le code qui a été promulgué le 24 août 2004
4, ça fait 24 ans, ça fait 20 ans. Et donc, moi, je me suis mariée, je crois, à 32 ans. À 32 ans. Et j'ai eu ma fille quand j'avais 33 ans. Mais si vous me demandez, ça veut dire que mon mariage, j'ai eu un mariage monogamique, n'est-ce pas? Mais si vous me demandez si les choses sont à refaire, je vous dirais, j'aurais aimé, souhaité que mon mari d'alors, hein, avec qui j'ai divorcé d'ailleurs, après notre fille, j'aurais souhaité que mon mari prenne une deuxième femme, hein, et que ma fille passe tout son temps avec son père, et que mes enfants, tous mes enfants naissent d'un seul père. Je vous dirais, moi, oui, aussi émancipée, je vous dirais que je préfère ça, que d'avoir été contrainte à divorcer et à refaire le chemin et à avoir un autre enfant d'un autre père. Non, moi, ma mère est restée avec mon père en dépit de tout ce qu'elle vivait. Vous allez me dire, mais de quoi elle parle cette femme? Je parle du fait que on est en train de dire des choses ouvertement sur les réseaux un peu partout, mais dans nos maisons, au tréfonds de notre âme, nous saignons, nous les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme moi, qui n'ont pas envie qu'il y ait plusieurs hommes qui partagent leur vie. Vous êtes sûr que votre discours est gobé par vos sœurs qui vous écoutent dans les assemblées? Vous dites que vous auriez souhaité, par exemple, que votre mari... Oui, j'en viens. Oui. J'aurais préféré que mon mari ait, au lieu de divorcer et d'aller refaire avec un autre, et que ça ne fonctionne pas, j'aurais encore préféré que mon mari prenne une deuxième femme. Oui, je vous le dis haut et fort. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est que, par exemple, nous ayons un code qui a encadré la polygamie, de sorte que moi, en tant que première femme, je sois en sécurité, et que celle qui arrive dans la vie de mon homme, ce que je ne peux pas empêcher, vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas empêcher votre mari d'aller voir ailleurs. Vous pouvez être belle comme le jour, vous pouvez être la femme la plus docile, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est dans les gènes de l'homme de ne pas se contenter d'une seule femme. Et il faudrait que les femmes arrêtent, qu'on arrête de se mentir. Nous sommes dans une société hypocrite, sournoise. On se ment, on se raconte beaucoup d'histoires. Et moi, j'ai pas envie de faire partie de ces gens qui disent dehors, ben c'est comme ça, mais derrière, c'est autre chose. J'avais la majorité de mes collègues qui avaient toujours une femme en cachette, qui avaient toujours une femme en dehors de leur foyer. Non, il faut... Alors que peut-être, si on avait laissé la possibilité, peut-être que si mon ex-mari savait que, bon, cette femme-là dont je me suis amourachée, si il peut l'épouser, ben, peut-être qu'il ne l'épouserait pas. Alors, disons la chose clairement, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et beaucoup de femmes se sont retrouvées à être seules à élever leurs enfants, tout simplement parce qu'on n'a pas laissé la possibilité au couple de choisir. Vous savez ce qu'il fallait faire, ce que je propose, moi, si j'étais le législateur, c'était de permettre à l'homme de s'entendre avec la femme qu'il veut épouser. Écoute, moi, je veux avoir la possibilité d'avoir une autre femme dans ma vie et tout. Ils s'entendent. Si tu veux m'accompagner et que tu m'aimes vraiment, ben tu m'accompagnes. Ce n'est pas un choix qu'on fait souvent avant le mariage, peut-être. Ils vous diront qu'ils y sont contraints mais ils peuvent, pendant le train du mariage. Voilà, mais on peut garder cette parenthèse-là pour ne pas choquer après. Ce qui vient après, c'est que, bon, on va là-dedans, et après, la femme qui est à la maison est choquée d'apprendre que, ah, mais tiens, tu me lâches. Mais l'homme peut dire, vous le sentez toujours, il y a également la femme qui baigne souvent l'homme. Vous vous entendez au début, et tiens, je suis avec toi, tes problèmes, je vais les régler, ainsi de suite. Pas de mariage, c'est formel au départ, mais après, la femme, soit elle tombe subtilement enceinte, et puis ça y est, l'homme se trouve contraint d'assumer de nouvelles charges, et plus tard, il dit, mais on a eu un enfant, tu ne peux pas me laisser comme ça tomber. Oui, mais... Le schéma est difficile, là. Le chemin est difficile, mais si on crée, il faut s'asseoir, il faut créer les conditions, il faut créer les dispositions qui encadrent. Regardez par exemple, à une certaine époque, on avait des grèves intempestives dans d'autres pays. Nos enfants du public étaient tout le temps à la maison.
les grèves n'ont pas été interdites, n'est-ce pas? Les grèves ont été encadrées. Nos syndicats, ils font des grèves aujourd'hui, mais ça a été réglementé, ça a été encadré. Il fallait laisser la possibilité, au lieu d'être aussi exclusif, au lieu d'être aussi, de dire tout simplement, ça va se passer comme ça n'a pas réglé, ça n'a pas fait plus de femmes heureuses, en fait. Ça n'a pas fait plus d'hommes heureux non plus. Ça a juste créé Vous avez mesuré? Oui, je mesure. Et je mesure et je pèse mes mots par rapport à ce que je vous dis. Et figurez-vous, avant que je ne m'asseye ici, j'ai plein de gens autour de moi. J'envoie des messages. Je dis, qu'est-ce que vous pensez, vous, de notre code de la famille? Mais on ne me parle pas de, oui, le code a permis l'égalité entre les hommes et les femmes. Encore que cette égalité, en réalité, moi, j'aime plutôt parler de complémentarité. C'est ça, la complémentarité. C'est ce qui est en réalité. C'est une égalité en droit. Pour dire que devant la loi, les deux sont sujets de droit au même titre. Devant la loi, mais moi je rentre dans la famille, je vous parle de la famille en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que compagne, et je parle de celle qui gère les enfants, je parle de celle qui éduque, je parle de celle qui booste un homme, et je vous assure, c'est tout simplement de la complémentarité. Et mettons aussi... N'oublions pas d'où nous venons. Nous venons d'où? Nous venons d'une société où, franchement, l'homme était hyper fort et l'homme béninois est féodal. Et on est tombé de là-haut et il y avait une frange de la population qui était bien positionnée. Bref, alors que la majorité, c'est carrément... c'est autre chose. Mais ce qui est curieux, Paul Berthe Adjakoto, au Parlement, au moment où ces lois se votaient, on avait une majorité d'hommes qui pouvaient s'aligner derrière ce que vous dites là, parce que ça les arrangeait, qu'on dise par exemple que vous avez la possibilité de vous prendre une seconde femme, ainsi de suite. Ils étaient en majorité des hommes et ils ont voté pour... Comment expliquez-vous ce comportement? J'ai entendu rapidement sur les réseaux, j'ai entendu Maître Marie-Lise Bédot évoquer ce cas et elle disait que la question qui avait été posée en son temps, c'était que si les hommes doivent prendre deux femmes, eh bien, les femmes aussi pouvaient prendre deux maris. Et c'est ce qui a rétracté un peu les hommes à l'époque. J'ai entendu ça rapidement et j'en ai ri. Bref, mais il fallait que, peut-être que ça les a affolés, mais il fallait qu'ils résistent à ça et qu'ils démontrent que la femme est la femme. L'homme aurait pu être celui-là aussi qui donne la vie. Cette mission noble que Dieu a posée sur nous, les femmes, nous caractérise, cette mission fait de nous des personnes hors pair. La femme ne peut jamais avoir deux maris, deux compagnons. Non, je suis navrée, parce que les enfants que nous portons, il faut bien qu'on sache qui est le père. Mais à partir du moment où je ne veux même pas l'admettre, je ne veux même pas penser à ça, il est tout simplement hors de... Ce n'est pas envisageable. Tout simplement, vous allez me demander pourquoi? Parce que c'est nous qui portons la vie. C'est nous qui donnons la vie. Et donc, nous devons savoir, nous devons mettre toute une sécurité, une certaine propreté, une certaine pureté, une certaine dignité autour de cela. Et ils auraient pu avoir les arguments qu'il faut, ils n'ont pas eu. Mais peut-être aussi qu'ils se sont dit, bon, laissons faire, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais au jour d'aujourd'hui, 20 ans après, ça a donné quoi? C'est là la question. Alors que c'est un échec. Tout ce qui a été prévu là, dans la pratique, ça ne se réalise pas. Non, je ne dirais pas que c'est un échec. Au contraire, c'est une avancée. Les femmes se sont, comment dire, retrouvées. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne subissent plus certaines frustrations et tout ça. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été corrigées. Mais sauf que il fallait, on a réussi en même temps à créer une société hypocrite où les hommes se cachent plutôt pour faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Ça sert à quoi que le monsieur se marie? Bon, ok, on a dit, j'ai pas droit à prendre une deuxième femme. Mais derrière, après, il a une autre femme, il a d'autres enfants. La polygamie n'empêchait pas les bureaux annexes. Oui, mais quand même, si on essayait de réglementer ça, si on essayait d'encadrer ça, si on essayait de créer des tests autour pour sécuriser, je pense qu'on serait en train de parler
on ferait un autre débat aujourd'hui. Je pense que c'est ce code-là où la famille serait encore plus épanouie. Je ne dis pas, peut-être on n'est pas épanoui, mais je me rends compte que beaucoup de mariages ont été détruits, tout simplement parce qu'il n'y avait pas cette possibilité-là. Et beaucoup de mariages et beaucoup d'hommes vont voir en cachette parce qu'il y a cet interdit. Peut-être que s'il y avait la possibilité, vous allez voir, ben, ils n'y penseront même pas. C'est pas que la polygamie empêchait que l'homme aille ailleurs, mais imaginez que deux femmes qui s'entendent autour de leur mari, qui l'encadrent bien, vraiment, ça va être difficile pour lui d'aller encore chercher... imagine pile face, il tourne de l'autre côté, ben, il voit l'autre, il tourne ici, il me voit moi, et puis on essaie, on s'entend, on l'entoure. Ben, je vous en prie. Ce qui manquait, c'était cette insécurité, cette guéguerre qui se créait dans nos familles polygames à l'époque, et c'est ça qu'il fallait chercher à régler, pas de suspendre systématiquement alors que nous avons nos grands-parents. Alors, en la matière, il y a deux écoles. Une école qui pense que la polygamie, enfin, est la meilleure forme de régime qu'il faut adopter si l'on veut être heureux dans un foyer. L'autre école dit que lorsque vous optez pour la polygamie, eh bien, vous assurez votre mort certaine. De quel côté êtes-vous finalement? Je suis du côté de ce qui se passe dans l'ombre, que je suis en train de dire devant tous aujourd'hui. Je connais très peu d'hommes autour de moi qui restent avec leurs femmes et rien que leurs femmes. Je suis désolée. Il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on commence par combattre cette société qui est tout le temps en train de juger, qui est tout le temps en train d'oser de faire des choses dans le noir et qui est tout le temps en train de vouloir montrer. Non. Je suis du côté du fait que moi, j'aurais bien aimé qu'on tamise, il faut toiletter notre code des personnes et de la famille, il faut insérer de nouveaux éléments là-dedans, et ces éléments dont je voudrais parler, qui sont restés silencieux, enfin on n'imagine même pas. Je vais vous les lister tout de suite, ceux dont les femmes ont besoin pour être plus épanouies. Regardez, nous les femmes, on n'a pas la formation qu'il faut pour tenir un foyer. On n'a pas la formation qu'il faut. Ça s'enseigne où? Dans quelle université? Pour quel diplôme? Non, laissez-moi, je dis on n'a pas la formation qu'il faut. C'est une fois quand vous êtes rentré dans le foyer que vous vous rendez compte que tiens, mais on aurait pu réunir des mamans, faire des séances, organiser vous voyez, il y a l'INF aujourd'hui. Ben, on rend grâce, on peut organiser. La jeune fille est permanemment en stage chez sa mère. Oui, attendez, je n'ai pas fini. Et faire un enfant, quand on tombe enceinte, tout vous tombe dessus, vous êtes surpris. C'est vrai qu'on a fait les béabas à l'école et tout ça. Mais vous savez quoi? J'avais la chance, moi, d'avoir ma mère. Et quand j'avais le choc, j'étais surprise, j'allais vers elle pour dire, mais maman, il y a telle chose. Et elle m'expliquait, elle me disait, oui, ça c'est comme ça, oui, ce que tu vois là, c'est comme ça va se passer comme ça, oui, après l'accouchement, elle me guidait, ma mère. Mais alors, chers messieurs, et ces femmes qui n'ont plus leur mère? La vraie société africaine s'en occupait. Il y a toujours une maman à côté. Et ces femmes, ces femmes qui n'ont plus leur mère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, la base de la réussite d'une société, quand vous allez me poser n'importe quelle problématique, je vous parlerai d'éducation comme clé. Je vous parlerai de formation comme clé. Enfin, c'est l'intimité, il y a des questions, tu as du mal, même à ta belle-mère, tu as du mal à parler de ça avec elle, mais avec ta maman, tu te mets à l'aise mais on peut organiser les choses autrement pour accompagner les femmes. Et quand on parle de violence faite aux femmes, on pense tout de suite aux violences, les violences physiques. Mais les femmes subissent tellement de violence qu'elles ne peuvent pas décrire, ça ne se voit pas, c'est pas visible. Il y a des hommes qui pratiquent des violences psychologiques. Franchement. C'est vice-versa. Il y a des femmes également qui sont devenues des bourreaux pour leur... Effectivement, il faut en parler. Il y a aussi des hommes qui souffrent en silence et on est là tout le temps en train de parler des femmes. Il faut leur venir en renfort. Mais je veux dire que ayons un code qui prend
tout cela en compte. Regardez une femme quand elle va accoucher, par exemple. Hein, on n'est pas psychologiquement accompagné. La femme va accoucher, elle subit une césarienne, elle perd son bébé, elle rentre chez elle comme si de rien n'était. C'est que ce que j'aurais souhaité, moi, qu'on crée, c'est la prise en charge systématique, gratuite, la prise en charge systématique, gratuite, psychologique des femmes pour les accompagner, pour qu'elles fassent facilement cette traversée-là. Cette traversée dont je parle, être femme, être épouse, être mère, être voilà, et être celle-là même aussi qui travaille. On n'a pas mis ces éléments en place. Vous allez voir en Europe, dès qu'il y a, on essaie de copier l'Occident, on essaie de faire exactement comme l'Occident, mais on le fait un peu mal, on le fait très mal. De l'autre côté, vous allez voir systématiquement, dès que quelqu'un a un bobo, ben, il est suivi, il est pris en charge par un psy. Mais nous n'en avons pas ici. Nous n'en avons pas et c'est ça qu'il faut. Il faut redoper les femmes. J'ai dû faire pour avoir connu le divorce. C'est ça que j'ai mis dans les pas d'une Amazone. Parce qu'après, je me suis dit, demandé moi-même à chaque fois, mais qu'est-ce qui fait que tu te relèves après avoir perdu enfant, après avoir connu le divorce, après avoir perdu ton boulot, après avoir subi harcèlement, et tout ça, qu'est-ce qui te permet d'être sur pied? Qu'est-ce qui a fait de toi une femme aussi résiliente? Et je finis par me dire, c'est cette Amazone, ce sang d'Amazone qui coule dans mes veines. Mais et ces femmes-là qui ne sont pas aussi fortes psychologiquement. Il faut qu'on ait un code qui prend en compte comment soigner, comment faire une femme forte, parce qu'une femme forte, une femme épanouie, une femme heureuse fait systématiquement un homme heureux et fait systématiquement des enfants équilibrés et fait systématiquement une société plus... Le monde tourne autour de la femme? Ben oui, écoutez, monsieur, le monde tourne autour de la femme, parce que la femme tient l'homme, elle est au milieu, les enfants sont là, le mari est là, c'est elle. Quand on arrive à la maison, oui, qu'est-ce qu'on va manger? C'est maman, qu'est-ce que... C'est vrai qu'il y a des hommes qui jouent ce rôle, mais très peu. Et donc, cette femme-là, il faut faire en sorte qu'elle soit tellement épanouie, tellement équilibrée, qu'elle ait tout ce qu'il faut pour jouer pleinement son rôle de mère, son rôle d'épouse, son rôle de bosseuse, parce qu'elle travaille aussi son rôle de celle qui organise la cité pour que nous puissions nous porter bien. Mais comment expliquez-vous le fait qu'il y a des ménages dans lesquels, des familles, où on observe la femme qui a tout ce qu'il lui faut, pratiquement tout, elle a un boulot, elle a également le mari qui l'accompagne très bien, elle a peut-être des enfants, la belle famille qui est prête à lui donner, à l'accueillir le ciel et lui remettre ça dans la paume des mains. Mais ça ne marche pas. La femme elle-même constitue parfois l'obstacle qui doit, l'obstacle au bonheur du ménage. Merci pour cette question. Mais quand vous allez remonter, j'étais sûr que vous allez trouver... Non, quand vous allez remonter dans la vie de cette femme, vous allez voir qu'il y a des blessures qui n'ont pas été cicatrisées correctement. Parce que je veux vous dire une chose. Une femme qui a tout, comme vous dites, hein, une femme qui a tout, qui a un mari qui l'aime, qui lui témoigne de l'affection, de l'attention, une femme qui ne manque pas de quoi se nourrir, une femme qui a tout ce qu'une femme doit avoir et qui est célébrée par son homme, je vous assure, vous pouvez venir avec tous les milliards que vous voulez, elle ne fera aucun, elle va pas tout faire pour maintenir son foyer. Elle va tout faire pour être... Franchement, à moins que, malgré tout ça, il y a quand même une blessure chez cette femme-là qu'on n'est pas arrivé à soigner. Il y a quelque chose. Parlant de blessure, si la femme a été, disons, maltraitée par un autre, ou si elle avait divorcé, qu'elle garde toujours des séquelles, est-ce que celui qui la reprend à nouveau en mariage doit payer le prix de ce qu'elle a vécu par le passé? Malheureusement, il ne doit pas payer le prix. Mais et si cette femme avait été prise en charge par un psy, vous allez voir qu'elle serait rétablie, les choses vont mieux se passer. Mais dommage, elle n'a pas été prise en charge par un psy, elle n'a pas été accompagnée comme cela se doit. Et malheureusement, c'est le mari qui prend les coups. Et c'est comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut œuvrer, en fait, pour faire des femmes solides,
des femmes fortes, des femmes complètement réparées. Je ne dis pas que on ne va pas connaître des problèmes. On en connaît plein, il y en a tellement. La société est faite mais c'est quelqu'un qui vous n'êtes pas des hommes pour savoir ce que ça coûte de faire un enfant, de gérer un enfant, déjà. Le stress que la femme subit et parfois et surtout quand elle en perd, et qu'elle n'est pas et mieux. Il y a même d'autres blessures qui viennent de l'enfance de cette femme-là et que enfin pas quand elles sont pas prises en charge. Moi, ce que j'ai remarqué autour de moi, et c'est la raison pour laquelle j'ai raconté ma vie dans ce livre. C'est pour cette raison. Parce que je rencontre des femmes qui sont complètement anéanties parce qu'elles ont connu le divorce, parce que le mari fait ci, parce que... Et quand je leur dis, mais écoutez, moi je suis passée par là, j'ai vécu ci, on me dit, ah bon, mais Madame Paul, vous avez... Ah bon, mais pourquoi vous êtes aussi rayonnante? Mais pourquoi est-ce que vous êtes toujours souriante? Mais pourquoi? Et c'est à force de doper ces femmes, de leur dire, mais non, c'est pas la fin du monde, relève-toi vite, relève-toi, tu as des enfants, et il faut que tu t'en occupes, c'est là que je me suis dit, ben Paul, il faut poser ce vécu-là quelque part pour que quand tu es en face d'une femme donne-lui quel parcours, si tu lis ça et que tu comprends en tant que femme que ta sœur est passée par là, honnêtement, systématiquement, tu te dis, si elle est passée par là et qu'elle est en train de briller, c'est que je peux aussi être stupide, je peux briller moi aussi. Je peux enterrer ça et je veux vivre pour mes enfants, je veux vivre je veux aller de l'avant, je veux. Voilà. Et surtout, pas seulement qu'un livre, mais animer des conférences autour de ce livre-là pour doper les femmes. Parce que ça a crucialement manqué. Et si aujourd'hui, vous voyez des femmes, j'en ai eu plein, des collègues, moi j'étais une divorcée, mais j'avais des collègues femmes mariées, je le dis haut et fort, mais qui trompaient leur mari. Et quand je tombe sur certaines, je dis, mais pourquoi tu fais ça, cher ami? Pourquoi tu ne divorces pas, tout simplement? Moi, j'aime pas vivre dans le mensonge, pourquoi tu ne divorces pas? Pourquoi ton mari Et puis la dame qui te dit, c'est du vécu, hein. Tu sais, Paul, j'ai voulu le faire, mais mon mari, il me menace de me tuer si jamais je demandais le divorce. Mais pourquoi le mari menace de tuer si jamais elle demande le divorce? À cause de la société. À cause de la société. Vous avez beaucoup de couples qui sont là, qui sont juste des couples qui sont en co, comme on dit chez nous communément, mais à l'intérieur, c'est vide. Il n'y a absolument rien. Il n'y a plus d'amour. Tout simplement parce que la femme a la tête ailleurs ou l'homme a la tête ailleurs, mais on ne peut pas divorcer parce que c'est la même société qui est là qui vous dit non, alors que, écoutez, il y a d'autres couples que j'ai connus, et des amis, hommes qui me disent, si je suis revenu vers ma femme, si j'ai pu refaire mon mariage, c'est parce que celle-là que je t'ai présentée, c'est elle qui m'a réparé. C'est elle que j'étais au bord du gouffre, je n'étais plus du tout dans le mariage, mais il est tombé sur une autre qui lui a donné le goût, qui lui a redonné le goût de vivre. Et finalement, monsieur est retourné dans son foyer, mais toujours en aimant l'autre là, qu'il ne peut malheureusement pas épouser. Des cas sont légion. Et quand je vous parle du livre qui relate ma vie, je vous parle des femmes que j'ai côtoyées, des hommes que j'ai côtoyés, à qui je suis en train de poser des questions à chaque fois. Les gens se cachent tout simplement pour faire. Ils urgent aujourd'hui de regarder encore. Notre constitution est bien forte et puissante, mais elle a pourtant été révisée plusieurs fois. Notre code de famille est venu réparer beaucoup de choses. Nous sommes reconnaissants par rapport à ça, oui, mais en même temps, notre code doit être toiletté et insérer dedans des éléments, des voies et moyens pour faire des femmes béninoises beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides, qui contribuent effectivement à l'épanouissement des hommes et qui permettent vraiment à une société plus prospère. Alors, le code des personnes et de la famille, qu'est-ce qu'il y a, disons, qu'est-ce que vous avez noté comme avancée? Parce que ce que vous avez dit, c'est ce que vous auriez souhaité qu'on y mette pour le rendre peut-être un peu plus dynamique, pour le mettre, disons, pour que ça colle à la réalité de ce que nous vivons dans notre société aujourd'hui.
Mais là, qu'est-ce que vous avez apprécié véritablement du législateur qui est contenu aujourd'hui dans le Code des personnes et de la famille? J'ai apprécié, par exemple, tout ce qui se faisait avant que j'ai listé là, par rapport à la femme. Vous savez, moi, je suis très sensible. Je n'aime pas qu'on touche anarchiquement au corps de la femme. J'étais totalement contre ça. Le simple fait, encore que j'ai bien envie d'organiser une descente, d'aller dans les zones rurales, les zones profondes, pour vérifier, avec l'équipe de mon association, je veux être sûr que certaines pratiques ne se font plus dans les zones reculées. Parce il que, y en a toujours. Si vous parlez de l'excision, il y en a toujours. Vous voyez. Donc, moi, j'aurais bien aimé que ça ne se fasse plus et tout. Et j'étais contente. Moi, je suis contente que ces pratiques soient derrière nous. Je suis contente que la femme s'affirme de plus en plus aujourd'hui. Je suis ravie aussi. Bon, c'est vrai que on me dira le harcèlement, mais avec des efforts qui ont été faits par notre président Patrice Talon, je sais que il y en a qui font du harcèlement, mais je pense qu'ils doivent avoir un peu peur aujourd'hui, et surtout en milieu scolaire. Ouais, les efforts qui ont été faits pour protéger nos filles, toutes ces choses me font énormément plaisir, mais j'ajoute qu'il faut davantage former les mamans pour que nos enfants, nos filles, nos garçons aussi soient mieux encadrés chez eux à la maison. C'est-à-dire qu'il faudrait que les mères reçoivent les informations qu'il faut, qu'elles soient formées elles-mêmes. On peut organiser cela pour pouvoir mieux former les enfants, pour faire des filles plus fortes. Vous savez, le harcèlement, par exemple, peut exister, mais si vous avez fait une fille à qui vous avez appris à bien faire son travail, à faire correctement son travail, pour ne jamais, si jamais elle est confrontée à la question de harcèlement, qu'elle soit capable de dire « Mais non, cher patron, je ne veux pas avoir affaire à vous, mais mon travail, je le fais convenablement, je le fais très bien, excellemment. » Et donc, du coup, que ce patron ait peur de se séparer d'une collaboratrice telle que... Voilà, c'est des notions qu'il faut apporter à nos enfants pour dire tant que tu seras meilleur dans ce que tu fais, tant que ton travail, tu vas le faire proprement, honnêtement, celui-là qui est ton supérieur hiérarchique, il aura du mal à se détacher de toi. Et donc, voilà. Et parfois, les femmes se lâchent aussi parce que elles savent qu'elles ne sont pas aussi brillantes, elles savent qu'elles ne sont pas aussi à la hauteur du poste qu'elles occupent. Donc, et même, on dit harcèlement aussi, on me dit on va te tabasser. Mais non, je suis désolée. Parfois, ce ne sont pas ces hommes qui harcèlent. Il y a des femmes aussi qui amènent les hommes à pratiquer le harcèlement. Et ça, on ne dit pas. C'est tellement mieux, c'est tellement... Parce que nous sommes dans une société hypocrite. Je suis navrée. Il y a des femmes qui font trop de machin pour amener les hommes sur ce terrain-là. Alors, vous pensez qu'on en a trop copié il faut dénoncer ça. Vous pensez qu'on en a trop copié de l'Occident que d'arrimer cette disposition-là avec les réalités de la société africaine? Oui, on a. Oui, parce que le monde évolue. Le monde, ensemble, fait un mouvement d'ensemble. Bien sûr, le monde évolue tout autant que l'histoire est têtue. Vous voyez, c'est ça. Il faut trouver le juste milieu et ne pas se pencher systématiquement du côté des autres et réaliser que nous sommes chez nous. Regardez l'histoire des Amazones. Ça met le feu partout, tout simplement. Pourtant, on parlait des Amazones avant, mais il aurait fallu qu'on mette un peu plus de lumière sur l'Amazone pour que toutes ces femmes-là voilà. Donc, il y a chez nous, il y a notre histoire, on prend de l'autre côté et on essaie de voir le juste milieu, mais pas les yeux fermés. J'aime prendre un exemple tout bête. Vous avez dit, je suis cadre de banque. Oui, je suis resté chez Société Générale à Bénin pendant 14 ans. Voilà un exemple tout bête. On va pas citer forcément énormément. Je prends juste cet exemple-là. Quand il était question de pratiquer à la lettre les normes du groupe Société Générale, chez nous, au Bénin, j'étais la première à dire en coulisses, je dis, mais non, le Bénin, nous sommes une autre race de personnes. Le Béninois, nous sommes particuliers.
Vous comprenez? Et ces informations qu'on cherche à avoir chez le client, on ne peut pas l'avoir même si le client ne se reproche rien. Le Béninois peut vendre son terrain et faire son dépôt et vous lui demandez, il n'a pas envie de partager ça avec vous parce que vous êtes sa banque. La façon dont les choses évoluent, fonctionnent en France, on ne peut pas faire les mêmes choses chez nous au Bénin, tout simplement parce que nous sommes dans un environnement qui a rien à voir avec l'Occident. Je l'avais dit. Mais aujourd'hui, on en est où? Vous avez bien appris que Société Générale Bénin a été racheté par l'État, tout récemment. Ben oui, parce que justement, le groupe est en train de quitter certaines zones d'Afrique. Et donc, Société Générale Bénin, Société Générale Togo rentrent dans le patrimoine de l'État. Ça ne pouvait pas fonctionner. Et vous savez pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner? Tout simplement parce que le Béninois, on a beau être occidentalisé, on a beau parler, vous voyez, je parle très bien le français, mais autant j'éprouve le besoin de parler aisément le fond, et je suis en train d'apprendre ça pour parler. Donc, on a beau faire comme les autres, on est nous et on reste nous. Et donc, il faut tenir compte du fait que nous avons nos sources, nous avons nos valeurs, nous avons nos cultures, et prendre un peu chez les Occidentaux, ramener, et puis faire quelque chose de beau, mais surtout quelque chose qui nous réussit. Vous trouvez que le code est distant de notre société, n'est pas un reflet réel de notre société, et qu'il faut davantage l'arrimer? Vous avez relevé des récriminations. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Il y aura en décembre prochain des échanges entre universitaires et juristes, praticiens sur le code des personnes et de la famille. Quelles sont les choses à y mettre, selon vous, pour que cela nous ressemble? Les choses venant de vous, ce qui sont vos propositions à vous, parce que votre point de vue n'est pas forcément celui qui est le plus largement partagé. Oui, mais je l'ai dit et je répète que les choses enfin, il faut revoir notre code, il faut revenir sur la forme de mariage et ne pas imposer. C'est le nœud, selon vous? Pardon? C'est le nœud, selon vous? Ça, c'est un gros nœud. Parce que le mariage, c'est la famille. Quand on parlait de famille, le mariage, tout est là. Il faut revoir cela. Ça, c'est un point. L'autre point, il faut, je ne sais pas, peut-être certainement que c'est l'Institut national de la femme qui va gérer, qui fait déjà beaucoup, mais les points que j'ai relevés par rapport au suivi, par rapport à l'accompagnement, par rapport au volet psychologique de la femme, c'est très important. C'est très important. Autant il faut accompagner nos filles, nos jeunes filles, psychologiquement, autant il faut accompagner quand elles sont en train de... Autant il faut accompagner quand elles sont sur le chemin d'être maman, autant il faut accompagner tout simplement pour... C'est-à-dire baliser le terrain pour faire une femme plus dynamique, pour faire la femme qu'on souhaite avoir. Le code donne le droit à la femme de donner son nom à son enfant avec l'accord de son époux. Quel est votre point de vue vis-à-vis de cette disposition législative du Code des personnes et de la famille? Eh bien, ça règle une... moi, je vous l'ai dit, ça règle un problème, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une fierté pour moi que mon fils, ma fille porte le nom du père. Je n'éprouve pas forcément le besoin de donner mon nom à mon enfant. Mais certaines femmes le souhaitent, c'est tant mieux. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'appeler même mes enfants par leur nom patronymique. Il y en a qui disent que j'ai tellement subi de votre père que je ne veux plus rien avoir avec lui. Il faudrait que j'efface complètement ce nom-là de votre vie, quoi. Ben justement, c'est une aberration. Parce qu'autant prendre un pistolet et tuer son enfant, si vous voulez. C'est une illusion, tout simplement. Parce que sans l'homme, vous ne pouvez pas avoir un enfant. Enfin, c'est indéniable. Et donc, pour moi, si une femme pense comme ça, c'est que, bon, elle a envie de faire disparaître son enfant. Non. Quel que soit... vous savez, il y a aussi ce souci qui peine sur nos sociétés et qui fait que nous avons pas mal d'enfants qui n'ont pas bénéficié de l'amour paternel et qui sont déséquilibrés aujourd'hui. Lorsque les parents, il faudrait que notre code recadre cela aussi. Lorsque les parents ne s'entendent plus, les mères ont tendance à vouloir faire subir, c'est-à-dire à vouloir punir le père en le privant de l'enfant et tout. Non, il faudrait que justement le code vienne corriger tout cela pour montrer,
Il y en a qui ne veulent même pas aller devant la juridiction. Donc peut-être trouver des formules plus adéquates, plus faciles pour permettre à ce que l'enfant ne soit pas directement touché par les problèmes qu'il y a entre les parents, les pères et mères. Et beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. Peut-être aussi que ce sera le lieu de sensibiliser les mères afin qu'elles comprennent que quel que soit ce qu'elles traversent, les enfants issus des relations n'ont absolument rien à voir avec les problèmes qui se passent entre les parents et prioriser le bonheur, l'équilibre de ces enfants-là en permettant que l'enfant puisse avoir et son père. Je parlais tantôt, je disais que oui, j'ai connu un divorce, mais j'ai œuvré pour que mon enfant puisse voir autant que possible son père, ce que beaucoup de femmes ne font pas. Et j'appelle les femmes là à régler à penser à nos enfants. Et quand vous êtes maman, vraiment, fondamentalement, ce n'est plus vous qui êtes l'élément le plus important, c'est votre enfant, c'est le bonheur de votre enfant, c'est l'équilibre de votre enfant. Et l'équilibre de votre enfant est donc de la famille et de la société. Mais comment y arriver? Puisque ce que vous dites, si on vous suit, les femmes qui vous suivent actuellement, sensibiliser, il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec vous. Oui, bon, vous avez qui va porter finalement le lead. Il y en a qui vous diront que oui, le papa ne s'occupe pas, le papa ne fait pas ci, le papa... il faut aussi... Parfois même il s'occupe, mais la femme, dans son envie de montrer qu'elle a aussi ce droit de maternité sur l'enfant, veut que son nom figure. Vous voyez par exemple des gens qui viennent de lignées où il n'y a pas de garçon et seraient très bien honorés de voir leur nom figurer par exemple. Oui, c'est une très bonne chose. Mais on n'y est pas, enfin... C'est une très bonne chose, oui, mais moi, fondamentalement, en tant que femme, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de mettre mon nom, de coller mon nom à celui de mes enfants. Moi, en tant que femme, je n'ai pas besoin. Vous savez pourquoi? Ce que quelqu'un disait qu'il faut cultiver l'amour. Ce que nous donnons réellement, parfois, ce n'est pas matériellement, c'est pas le nom. C'est au-delà du nom. C'est tellement d'amour c'était tellement d'amour que votre enfant, qu'il porte votre nom, le nom de sa maman ou pas, il est votre enfant et il sera en train de vous magnifier. Donc, les choses sont au-delà de ça pour moi. Hein. Pour la femme que je suis, je trouve que c'est une très bonne chose, mais je n'ai pas fondamentalement besoin de donner mon nom à mes enfants. J'ai plutôt envie que ça marche ou pas avec le père. Je veux que mon enfant porte le nom de mon père tout simplement, de son père tout simplement. Ça me convient. Allez, vous avez évoqué un aspect très important, la formation de la femme de demain. Nous avons des filles aujourd'hui qui ne passent plus de temps à la cuisine avec les mamans. Ça ne se faisait pas le passé. On vous imposait à une certaine heure. Vous voyez la jeune fille à côté de maman, elle savait préparer. Aujourd'hui, il y a des femmes dans les foyers qui amènent encore des marmites à Dantokpa, qui se font préparer la sauce et en rentrant le soir, les amènent. Il y en a même qui ne veulent pas que leur enfant, leur fille aille s'exercer à la cuisine, à préparer le riz, les pâtes alimentaires et tout. Mais là, c'est un véritable problème. Quand demain, il y a des problèmes, on accuse l'homme, on accuse la belle famille qui ne veut pas voir d'un œil tout ce que la femme fait pour rendre malheureux et son homme, leur enfant, et ainsi de suite. Mais là, ce problème, comment le régler? Puisque nous évoluons, il y a une certaine évolution du monde aujourd'hui où on dit il ne faut pas faire ci, les droits sont tellement nombreux, quand vous allez crier sur la femme ou lui faire des reproches, c'est devant les tribunaux que ça finit. Ça, où se trouve la solution? Dans l'immédiat, de la sensibilisation active. Je le fais souvent, je le fais tout le temps. Et il faut, je le disais tantôt, il faut amener les femmes à œuvrer dans ce sens. Elles aussi ont besoin de formation. La société est en train de... la mondialisation, oui, c'est bien beau, mais on est un peu en perdition. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, tous nos enfants, écran. Et pas que nos enfants, nous les parents aussi, écran. Et donc, très souvent chez moi, qu'est-ce que je fais? Je laisse l'écran, je vais cacher le téléphone quelque part et j'observe et je dis à mes enfants, pas de téléphone aujourd'hui, pas d'écran. Mais quand vous leur dites ça, et qu'ils vous voient,
comme ça. Eh bien, maman, t'avais dit pas d'écran. Vous voyez? Donc, il faudrait que nous, qu'on commence par sensibiliser pour que les parents, nous-mêmes, on donne l'exemple. On est à l'avènement des nounous et tout ça. Il faut de temps en temps sortir les nounous de chez nous et laisser la maison fonctionner avec nos enfants qui ont un certain âge. C'est ce qui se passe actuellement chez moi. Ma fille de 13 ans, elle est en train de faire la cuisine, elle est en train de faire le ménage. Exprès, je ne m'empresse pas pour aller chercher une nouvelle nounou. Il faut sensibiliser, il faut parler de ça aux autres mamans pour qu'elles fassent pareil. Parce que il n'y a pas d'autre, vous n'allez pas prendre un fouet pour aller dire non, il faut relever, il faut insister, il faut sensibiliser, il faut répéter, il faut mettre tout ce qu'il faut sur la table pour que les choses changent. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous avons commencé par faire. Et donc, on peut aussi insérer ces informations dans dans les cursus, au niveau des curricula de formation. Voilà, pour que les répétiteurs, Et qui sont les référents aujourd'hui qui vont former ces filles? Parce que si on est en perte de valeur, c'est que nous avons de moins en moins de personnes aptes à être elles-mêmes des exemples qui, en retour, appellent par mimétisme les plus jeunes à faire comme elles, ces personnes. Vous savez, autant je fais des ambassadeurs écolo juniors dans nos écoles, on peut bien faire des filles dans nos écoles, des filles qui prennent part aux tâches ménagères et autres. On peut aussi faire ça. C'est ce que mon ONG fait. Et c'est ce que j'appelle d'autres ONG à faire. Et c'est ce que j'appelle, s'il y a une... je sais pas, s'il y a une réorganisation qu'on peut aussi faire sur le plan scolaire pour ramener nos enfants à ces valeurs-là et faire encore d'autres formes de sensibilisation ou que l'INF prenne en charge ces volets-là de façon accrue, faisons-le pour que nos enfants soient portés vers ces valeurs-là qui sont en perdition. Et nous remarquons, nous constatons, on profite des 20 ans du Code des personnes et de la famille pour dire dans notre société, revenons à ça, revenons à ceci, faisons comme ça, faisons. Ben voilà, moi je ne trouve pas dans les médias autre solution, mais je pense que quand les enfants, quand vous commencez par insister dès le bas âge, ça pénètre plus rapidement. Vous voyez, quand je vois mes propres enfants, jeter par terre, mon fils te dira, maman, tu jettes par terre. Mais pourtant, c'est fait exprès, parce que c'est ce que je leur inculque. Et moi, je suis ambassadeur écolo junior. Voilà. Et c'est pour que nos enfants cultivent cette notion de propreté, cette notion de maintien, cette notion de préservation de son environnement. Voilà, c'est pour ça que nous menons ces actions-là. Et mon souhait, c'est que d'autres ONG, il y a tellement de choses à faire que le ministère de la Famille, par exemple, on peut organiser ces séances de formation pour les mamans, pour les filles, pour les garçons, afin qu'on puisse travailler en synergie de sorte à contribuer à faire une société telle qu'on pense en fait. Allez, dès qu'on évoque, disons, le code des personnes et de la famille, le débat est plus orienté vers la femme, beaucoup plus orienté vers la femme, mais notre code, quelle est la place de l'homme dedans finalement? Quelle est la place de l'homme? On me dit ça à chaque fois, on me parle de ça à chaque fois, et je profite de l'occasion pour vous dire que vous savez, il n'y a pas de femme Amazon sans un homme derrière qui est en train de dire vas-y, fonce. La plupart du temps, il y a toujours, si ce n'est pas le mari qui est derrière la femme en train de lui dire sois forte, c'est un ami qui est en train de lui dire sois forte, mais c'est toujours, pas toujours, mais c'est souvent un homme qui est en train de dire vas-y, fonce, tu peux y arriver, tu es tombé hier, mais relève-toi, il y a toujours un homme. Et à ces hommes-là, sincèrement, je fais un coucou à ces hommes qui sont dans l'ombre, voilà. Et donc, je réponds pour dire que plus on va œuvrer pour faire une femme épanouie, une femme heureuse, et plus nous allons contribuer à ce que c'est consacré par la disposition de ce code. Est-ce que cette femme, vous savez, l'homme reste, on a beau dire tout ce qu'on veut, l'homme il est le chef, c'est lui qui bombe le torse, et puis on lui attribue tellement de choses, alors que peut-être lui aussi il a ses faiblesses, mais je me dis à chaque fois, quand l'homme a en face de lui une femme épanouie, une femme heureuse, cette femme-là lui apporte énormément.
c'est quand l'homme a en face une femme qui n'est pas, enfin, qui est aussi déséquilibrée, que lui aussi a un problème. Vous savez, on est capable de vous donner tellement... Son problème, tellement. son déséquilibre à lui participe du déséquilibre de la femme aussi. Oui, aussi. Quoi qu'on dise. Et vice-versa. Mais vous savez, si vous œuvrez pour une femme plus... vous savez, je vais vous dire un petit... enfin, je vais vous faire une petite réflexion à haute voix. J'avais un ami et collègue qui me disait, mais tu sais, je veux divorcer, je veux divorcer. Je lui dis, mais écoute, ne fais pas. Si moi, j'avais le choix, je n'aurais jamais divorcé, je serais restée dans ma relation, essayer de... Et après, il me fait, mais parce que quand je rentre à la maison, ma femme elle est tout le temps en train de m'énerver, parce que je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Et donc, du coup, et vous savez ce qu'il pratiquait, c'était je parlerais de violence psychologique. Il ne touchait jamais à cette femme-là, mais tellement il l'ignorait. C'est comme si la femme était, faisait partie du décor. Il n'y a pas plus violent que ça. Ça peut tuer quelqu'un, ça. Vous voyez? Donc, quand je regarde, je dis, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais non, mais divorce, mais les enfants, il y a... Et j'essayais de lui parler, de lui parler. Après, un jour, il m'appelle, il me dit, tu sais, je vais te présenter quelqu'un. C'était une femme. Je dis, ben, bon, donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, non. Mais avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette femme-là qui lui a permis de rentrer dans son foyer et de redevenir un peu plus, comment je peux dire ça? Enfin, un homme normal. Donc, une femme équilibrée peut vous inoculer le virus de, comment je peux appeler ça, d'un homme complet. Je ne dirais pas qu'il faut insérer dans notre code des éléments pour protéger. Là, on n'a pas besoin de vous protéger. On est vulnérable. Attendez, on a juste besoin... Il y a des femmes beaucoup plus fortes que certains hommes dans certains foyers et qui ne favorisent pas véritablement le bonheur, qui ne favorise pas une bonne ambiance. Il y en a beaucoup dans la société aujourd'hui. Bon, ben, en voulant corriger... Et les hommes subissent en silence aussi. Dans ces conditions, pardon, en voulant corriger les discriminations, eh bien, ben, insérons là dans notre... mettons ces points. Je pense que, moi, mon souhait, c'est quoi? C'est que... Alors, nous avons encore quelques 5 minutes pour faire ce débat. Pour clôturer, nous allons nous intéresser maintenant, disons, à l'avenir. Ce code-là, est-ce que vous pensez que ça va résister dans le temps? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut rapidement corriger? Parce que le premier, 2004 à 2024, ça fait 20 ans avant qu'on pense véritablement... on fait véritablement un débat maintenant où vous relevez beaucoup d'insuffisances. Quand est-ce qu'il faut retoucher ce code-là pour insérer ce que vous dites? Peut-être que le débat se fera ailleurs, dans des cadres plus appropriés. Ici, ce n'est qu'une voix qui en parle. Oui, dans l'urgence, il faut mettre en place une démarche de proximité par rapport aux femmes, par rapport aux enfants. Hein, et même par rapport aux hommes. 20 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un être humain. Donc 20 ans, c'est énorme pour le code des personnes et de la famille. Il faut revoir, il faut créer des assises. Il faut entendre les femmes. Il faut entendre les femmes, il faut créer il faut écouter les hommes. Il faut écouter les hommes. Voilà, je veux dire que j'en venais, vous êtes pressés. Il faut créer des moments de discussion pour entendre les cris, les coups de gueule des femmes, des hommes. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et vous allez, ici, ils veulent parler avec sincérité. Moi, je parlais ici avec sincérité. Je suis navrée, il ne fallait pas quitter de go comme ça. Il ne fallait pas être aussi radical par rapport à la forme de mariage. Il ne nous fallait pas être aussi radical. Ça, je le dis et j'insiste là-dessus. Et donc, il faut écouter les femmes, il faut écouter les hommes. Il faut insérer des éléments, ce processus d'accompagnement dont je parle sur le plan psychologique par rapport à la femme et aussi par rapport à l'homme. L'Institut peut...
gérer cela, tout comme le ministère des Affaires sociales. Tout comme l'Assemblée nationale. Voilà, il y a des choses à faire dans notre pays pour réparer. Vous voyez, il y a tellement d'infrastructures. Aujourd'hui au Bénin, nous sommes dans les ODD et le président Patrice Talon et son gouvernement, ils sont en train de bosser fort, je le dis, bravo. Mais en même temps, le capital humain, il faut y travailler, il faut travailler là-dessus. Il faut mettre en place ce système-là pour redoper, que ce soit homme, que ce soit femme. De la fin de cette voilà, émission. donc mettre en place un système qui permette à l'homme et à la femme d'être beaucoup plus épanouis en passant par le code, en passant par le ministère des Affaires sociales, en passant par l'INF, afin que notre code de famille puisse vraiment être ce code-là qui permet l'épanouissement de toute une nation. Travailler peut-être à évoluer dans un parti politique et vous retrouver à l'Assemblée. Peut-être que là-bas, la voix va porter encore plus. Bon, pour l'instant, ce n'est pas... enfin, la position dans laquelle je suis ne m'empêche pas de m'exprimer et je vous remercie déjà de me permettre de parler de ça. Nous serons en train d'en parler jusqu'à ce que les oreilles entendent et que ceux qui doivent œuvrer, qu'ils le fassent. Allez. Ancien cadre de banque, chef d'entreprise, aujourd'hui fondatrice de l'ONG Ayedou et puis auteur du livre dans les pas d'une Amazone, Paul Berthe Adjahoto était notre invité sur Zone Franche de ce jour. Merci de nous avoir suivis. C'était bien entendu une heure de débat pour parler de la femme, pour parler de l'homme, pour parler du code des personnes et de la famille, pour parler de ce qui nous concerne nous tous. Nous allons nous reprendre dimanche prochain. Même canal, même heure. Merci et à très bientôt. Merci à toute l'équipe de réalisation.